Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable journée. Je suis vraiment désolé pour le petit retard qu'on a eu sur le live. Aujourd'hui, on va faire un live qui va vraiment être très orienté de la façon chez Tirefest on a réussi à impliquer du coup des collaborateurs dans la stratégie de contenu. Donc on le fait pour nos clients, on le fait pour en interne, et on s'est dit comment on réussira à vous partager les bonnes pratiques et les bons usages pour développer ça pour votre stratégie. Donc, pour commencer, moi c'est Benjamin. Je suis fondateur et directeur de création chez Tirefest. En 2023-2024, on a vraiment fait une grosse transition chez Tirefest avec beaucoup de contenu qui était incarné. Avant, on créait énormément de contenu, donc statique, très orienté produit. Et on s'est rendu compte comment on réussit comment faire en sorte d'adapter du coup la stratégie de contenu sur les réseaux sociaux, la stratégie des influenceurs, des créateurs de contenu sur les plateformes. Donc on va vraiment parler de ça aujourd'hui. Il ne faudra pas hésiter. Du coup, si vous avez des questions, etc., à les poser en direct. Hein, j'ai le petit chat ici. Pareil, s'il y a des problèmes de son, d'image, de caméra, pas hésiter à me le dire. On est à la bonne franquette, on est ensemble, on va passer 30 minutes à la cool ensemble, on va parler de plein de sujets. Et pareil, si vous avez des questions à des moments, clairement, n'hésitez pas à dire stop Ben, vraiment qu'on se focus là-dessus, et je pourrais le faire. Ça aussi, le petit privilège d'être en tête à tête avec moi. Vous allez voir des moments où je vais un peu bégayer, etc. C'est normal, je mets ma petite gourde à côté pour boire de l'eau et faire un petit refuel d'énergie. Maintenant qu'on a fait connaissance ensemble, je vous présente rapidement l'agence Tirefest pour ceux qui la connaissent pas. Donc on a créé l'agence du coup avec Thomas et Glenn du coup en 2020. L'idée c'était vraiment de partir de nos expériences personnelles. Donc on était trois freelances avec des expertises différentes mais ultra complémentaires. Donc moi sur la partie graphisme, montage, motion, Glenn sur la partie création de contenu et Thomas sur la partie traffic management. Et on était tous les trois habitués à faire de la stratégie pour notre client. Et en fait, on avait un point commun, c'était notre passion, c'était créer du contenu. Kiffer, on aimait bien l'incarner nous, on aimait bien aussi créer du contenu chez nos clients, etc. Et on s'est dit, on va créer Tirefest, une agence spécialisée du coup dans la food, l'agroalimentaire, la mise en avant des produits. En quelques datas, on a 4 ans, je vais pas changer le slide, mais voilà, c'était notre anniversaire, voilà, qui était il y a quelques semaines. On est plus de 40 collaborateurs, on a plus de 50 clients récurrents, on a vraiment ce modèle d'agence récurrente, du coup, avec tous les mois on progresse avec nos clients. Moi, j'aime bien cette dimension de se dire, en fait, tous les mois on peut se challenger, on peut évoluer assez rapidement. Vous verrez chez Tirefest, en fait, on a un modèle qui est assez simple, c'est que on ne produit pas 150 contenus one shot pour les clients d'un coup, utiliser sur toute l'année. Non, tous les mois, on va créer du contenu pour alimenter, pour suivre les tendances, les nouvelles stratégies, les nouveaux formats qui performent, etc. Attends, on est 55, il y avait 40 inscrits. C'est la magie d'Internet, magie LinkedIn. Et du coup, on a toutes les fonctions internalisées, donc je vais en parler souvent, mais en fait, ce qu'on fait chez Tirefest, on a vraiment, pour nous, un truc qui est hyper important, c'est d'être expert à tous les domaines. Donc, on bosse avec peu ou pas du tout de freelance en externe, mais on passe beaucoup de temps en interne à améliorer nos process et accompagner nos équipes aussi pour progresser avec les nouveaux besoins, etc., de nos clients et des réseaux sociaux. On va commencer assez rapidement avec une partie, moi j'aime bien commencer avec un peu de data pour vous expliquer pourquoi c'est important d'impliquer du coup vos collaborateurs dans votre stratégie de contenu. Donc deux petites informations que j'ai trouvées donc, sur une agence qui s'occupe de faire de la data et de l'analyse social media. Donc c'est le site Sprout Social. Donc d'un côté, en fait, aujourd'hui, on a posé la question du coup pas j'ai posé la question, mais Sprout a posé la question à plus de 1000 personnes pour savoir aujourd'hui quels étaient les contenus qui étaient intéressants en interne, vraiment sur ils avaient un impact, du coup, par exemple, je prends l'exemple, hein, j'incarne un format pour Tifes, je fais un webinaire, etc. Quel impact ça aura, du coup, dans la stratégie de la marque? Donc, la plupart des personnes ont répondu que c'était de la notoriété, d'autres pour réussir à vendre, après d'autres, c'était vraiment pour aider, du coup, la stratégie marketing, et les derniers, c'était pour la communication interne. Mais il faut voir vraiment aujourd'hui, c'est clair que la notoriété est vraiment le truc principal. Et d'un autre côté, du coup, il y avait une data que je trouvais intéressante, et je trouve que, voilà, vraiment, c'est important pour vous de l'avoir en tête. Ils ont posé la question à plus de 1000 consommateurs et 80%, 86% des millennials qui étaient du coup dans cette étude voilà, étaient plus impliqués quand une marque derrière était les produits de la marque étaient mis en avant par des collaborateurs. Donc ils se sentaient vraiment concernés par l'offre, ils étaient plus intéressés aussi par la marque, par la stratégie. Donc on se rend compte aussi
avec l'évolution de l'influence, c'est qu'aujourd'hui, nos, euh, bah, nos clients, nos futurs clients, derrière, ont besoin aussi d'être rassurés, ont des habitudes de consommation qui sont différentes. Typiquement, quand ils vont aller en rayon, en GMS, etc., ils vont se dire, mais en fait, j'ai vu tel influenceur qui a parlé de cette marque-là, je suis curieux, je suis intéressé. Et quand ils vont faire le comparatif entre deux marques, ils vont se dire, bah attends, je vais aller dans celle où j'ai vu des personnes qui en parlaient, qui donnaient leur avis, qui disaient, bon, ben, c'est plutôt cool, et en plus qui dégageaient une certaine confiance. D'un côté, du coup, quand on voit un peu ces datas que je trouve assez intéressantes, c'est de se dire, les gars, aujourd'hui on se rend compte d'une chose, de manière très simple, c'est que en fait, l'humain permet de mieux valoriser vos produits, que toutes les marques qui étaient full focus sur leurs produits, etc., avaient du mal, du coup, à sortir du lot, etc. On le voit avec la vidéo, on le voit avec les contenus des influenceurs. Et de plus en plus, on a vraiment cette tendance à se dire qu'il va falloir réussir à trouver un peu le juste milieu. Et du coup, je vous ai trouvé un petit exemple. Bon, voir, on va pouvoir faire le jeu ensemble, mais quand vous voyez, imaginons ces deux produits, donc un déodorant Respire et un déodorant Dove, avec quelle marque vous avez, quel produit vous avez le plus d'affect. Donc, vu le délai, je vais pas attendre que vous ayez répondu dans le chat, mais c'est sûr qu'on va aller sur Respire. Pourquoi? Parce qu'en fait, à ma Respire, on a ce truc de se dire qu'en fait, on sait qui se cache derrière la marque, on voit les collaborateurs, on voit la fondatrice, son fondateur, etc. Et que je trouve hyper intéressant aujourd'hui dans la stratégie de Respire, c'est que c'est pas juste un produit, c'est une aventure. On participe à un projet quand on achète du Respire. Donc, je prends l'exemple, hein, et c'est sûr que derrière, si en rayon, on devait choisir entre Dove et Respire, si le prix était équivalent, etc., c'est sûr qu'on se dirigerait vers Respire. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à créer un lien avec la marque. Pourtant, la personne, on l'a jamais vue en vrai, bon, on l'a jamais vue dans la rue, on n'a jamais pu échanger avec elle, mais ce qui dégage du coup sur les réseaux sociaux, on se dit putain, c'est ouf, j'ai envie de participer, j'ai envie de soutenir. Et du coup, je reviens un peu au basique de l'agroalimentaire, on va se spécialiser là-dedans. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a maintenant quelques années, il y avait une petite marque qui est arrivée sur le marché, un Michel Augustin, qui était pour moi incroyable. C'était les premiers à faire de la communication en France dans l'agroalimentaire, incarnés par ses fondateurs. C'était complètement fou. On a pu les voir nus dans les rues de Paris, on a pu les voir déguisés dans un rayon pour faire des micro-trottoirs à leur conso. Ils avaient vraiment tous les codes, déjà à l'époque, pour réussir à créer du lien avec la marque. Aujourd'hui, Michel Augustin, ils ont réussi à garder du coup ce lien, ce contact avec leurs consommateurs, et on le voit dans leur stratégie social media. Je prenais un petit exemple du feed. Regardez un peu leur contenu. On va dire que sur les trois quarts de leur contenu, il y a de l'humain, c'est incarné par leurs équipes. Il y a toujours ce code de savoir que c'est quelqu'un de leur équipe parce qu'ils ont le tablier avec lui marqué Troublion du goût dessus. Ils ont vraiment réussi à pousser du coup en fait cette démarche de se dire en fait on a de la proximité. Vous achetez pas un produit, vous achetez pas juste un super produit, vous achetez un super produit fait par des super personnes. Et ça que je trouve hyper intéressant avec la stratégie, on va dire, d'intégration des collaborateurs dans votre stratégie de contenu, Instagram, TikTok, LinkedIn, etc. Pour moi, ce que je trouve la plus grosse erreur que font les marques, c'est qu'en fait, on leur a dit, il faut humaniser vos contenus. Donc tout le monde s'est dit, jackpot, on va humaniser le contenu, etc. Trop bien. Genre tout le monde était en mode, on va le faire. Sauf, en fait, il y avait deux possibilités. Et tout le monde s'est un peu trompé, tout le monde a choisi la facilité. C'est qu'en fait, les marques ont décidé du coup d'humaniser leur contenu avec des influenceurs, des acteurs, de la fake UGC, etc. Donc en fait, ils se sont dit, bon, en fait, on va trouver le chemin le plus facile. Il y a des gens qui sont experts là-dedans. On va faire appel à eux. Ça, le problème, c'est qu'en fait, ils ont confié, du coup, on va dire, la prise de position de leur marque, l'image de leur marque, à des personnes qui ne faisaient pas partie du projet. Je dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis juste qu'il ne faut pas le faire à 100%. Il ne faut pas miser que là-dessus sur l'humanisation. Alors que moi, je trouve hyper intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je vois un collaborateur qui prend la parole et qui s'engage auprès d'une communauté en disant je travaille dans cette marque-là et je vous valorise ce produit, j'y crois beaucoup plus. Je mets le mot souvent fake UGC, hein, c'est des premières choses qu'on me dit à chaque fois que j'utilise ce mot-là. À la base, UGC, c'est User Generated Content. Je mets fake UGC parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font de l'UGC, donc qui se mettent à la place d'un utilisateur et qui présentent de manière très marketing, du coup, les avantages du produit, etc. Aujourd'hui, on y croit de moins en moins. On se rend compte que c'était une grosse tendance qui était faite il y a quelques mois, etc., qu'elle est en train de chuter progressivement. Pour moi, la future tendance, c'est réel collaborateur, que derrière, on puisse avoir des personnes de l'entreprise qui incarnent et qui puissent partager, du coup, en fait, le marketing, la vision de la marque et des produits.
Donc moi ce que je décide de faire, c'est de vous présenter un peu les arguments, comment réussir à inciter et vous donner un peu les cartes aussi pour réussir à mobiliser vos collaborateurs dans la stratégie. Je me rends compte que je parle et beaucoup, très vite, et que du coup je vais avoir besoin de boire de l'eau régulièrement. Je fais une petite pause. Je savais que ça allait être terrible, hein, le fait que je sois tout seul, que j'allais faire un truc assez speed. Hein. Dites-moi si je vais un peu trop vite et que je passe sur certains sujets. Parce que là, vous êtes en train de faire un pic de viewers assez colossal. Donc, très très content que vous soyez aussi nombreux. Donc, pourquoi choisir ces équipes? Première chose, c'est parce qu'ils maîtrisent l'histoire de la marque et ils ont travaillé sur les innovations. Moi, j'aime bien, hein, tu vois, d'avoir les coulisses de la création de la marque. J'aime bien avoir un discours authentique, qui est pas trop marketé, qu'on va pouvoir échanger, etc. Typiquement, on peut le voir avec tous les contenus qui aujourd'hui sont produits avec des influenceurs où ils nous présentent le produit en disant c'est trop bien, etc. On n'y croit plus vraiment. On a besoin d'avoir, on va dire, un usage, une présentation de la data, etc. là-dessus. C'est important d'avoir un message vrai. Donc, on part du principe qu'un collaborateur, on aura plus confiance en lui qu'un influenceur. Ils sont aussi fiers de représenter l'entreprise. Hein. Moi, clairement, je suis le premier hein, quand je dois créer du contenu pour Tirefest, etc. Très fier de le présenter, même aussi très fier de le faire pour nos clients. Vous avez dû voir ma petite tête aussi apparaître sur les contenus qu'on fait pour nos clients. Et des fois, bah, je suis vraiment aussi très fier de l'incarner parce que je trouve que bah, les marques, elles sont cool. Et comme je passe ma vie à bosser pour ces marques-là, je suis un très bon ambassadeur. Et ce que j'adore aussi, c'est la proximité que ça va créer. C'est con, hein, c'est assez simple, c'est que derrière, quand on va acheter un produit, etc., et qu'on voit un collaborateur qui bosse dessus, en fait, quand on va vouloir s'adresser à la marque en commentaire, en DM, etc., on va créer de la proximité, on va créer du lien. Aujourd'hui, si c'est un influenceur, il y aura quand même une certaine distance qui va être créée, parce que l'influenceur ne participe pas au projet. Donc en fait, eh ben, ce qui est important avec les collaborateurs, quand vous créez du contenu avec eux, c'est que aussi vous savez que dans les DM, les gens vont être plus à même à créer l'interaction avec vous, que ce soit en commentaire, etc. On peut le voir dans tous les contenus qu'on a produits, je vais vous présenter un peu les contenus qu'on produit pour les marques, etc. On sait que c'est les contenus qui vont générer le plus de commentaires, le plus d'interactions, etc. Et je trouve ça hyper cool. Et aussi, moi, ce que je trouve le mieux, et je parle de moi à titre de patron, etc., c'est que je trouve que c'est un super moyen de valoriser les équipes, leur dire, putain, mais en fait, bah, t'es expert, t'as fait un super job, je suis très content de montrer à tout le monde que t'as bien bossé et que je peux te faire confiance dans la création de ce contenu et dans l'image que tu vas pouvoir envoyer autour bah, de l'innovation ou du produit. Je trouve ça hyper bien de pouvoir valoriser ces équipes. Après, il faut pas le forcer. C'est pour ça que je vous mets le petit slide suivant. On est complètement conscient que tout le monde n'est pas à l'aise devant la caméra, tout le monde n'est pas à l'aise de prêter son image à la marque, etc. C'est pourquoi je vous liste 4 petites astuces assez simples pour réussir à mettre tout ça en place. Typiquement à gauche, contenu qu'on a fait pour Saveol, que je trouve assez intéressant, un petit qui suis-je. Première chose, c'est qu'il faut créer un catalogue de contenu. Il ne faut pas se dire qu'en fait on va créer un seul contenu, un seul format qui va être très difficile et tout le monde ne va pas appréhender de la même façon. Il faut réussir en fait à créer différents formats au choix aux gens pour leur dire bah tiens tu veux participer à la communication de la marque, voici le panel de formats qu'on peut faire, sur lequel tu te sens le plus à l'aise d'intervenir, etc. Donc moi ce que j'aime bien c'est, je mets un peu 3 niveaux. Le premier c'est expertise, des personnes qui vont être très à l'aise de parler de l'expertise du produit ou de la marque. Deuxièmement, divertissement. Donc là, on est sur des contenus, on parle très peu d'expertise, on va juste passer un bon moment et on va montrer le côté très positif, les valeurs de la marque, etc. Et le troisième, qui sont les formats plus statiques, où là, on va plutôt être sur testimonial, avis, retour d'expérience, anecdotes, etc. Qui sont des formats un peu plus classiques, mais aussi très naturels. Deuxième chose, il faut montrer l'exemple. Si vous demandez à vos collaborateurs d'apparaître devant une caméra, vous devez être aussi à l'aise et le faire en bon exemple. Donc moi, ce que je propose toujours, c'est de se dire, bah, la direction, les managers doivent faire le premier pas, donc ils doivent incarner les premiers formats, montrer du coup et tester, crash tester tout ça. Et après, ça motivera aussi les personnes en interne. C'est quelque chose qui clairement qui est totalement vrai hein, pour toutes les marques pour qui on travaille. Aujourd'hui, c'est toujours les managers, les équipes, la direction qui participent en premier. Les autres sont un peu réfractaires au début. Et une fois qu'ils voient le tournage, qu'ils voient les contenus, ils se disent en fait, on a tous envie de participer, on a tous envie de passer un bon moment. Et la dernière chose, les 2 dernières choses, il faut qu'on partage du coup les retours sur les contenus, donc les commentaires qu'on a reçus sur les plateformes, des feedbacks, etc. Je trouve qu'il y a vraiment un côté
c'est pas juste on produit un contenu et après on n'en fait plus rien. Il faut juste faire tous les retours aux collaborateurs directement. Il y a X personnes qui ont vu la vidéo, il y a X personnes qui ont mis un commentaire, les gens trouvaient trop cool, hyper à l'aise, etc. Que ce soit pas forcément que les commentaires, ça peut être aussi les petites conversations, les échanges qu'il y a pu avoir en interne, les retours qu'on a pu avoir de copains, d'amis, etc. C'est toujours très valorisant de les avoir, et moi je trouve ça intéressant de pouvoir les adresser. Merci William. Moi aussi je suis ravi de t'avoir du coup dans le chat, hein. Et la dernière chose, c'est simplifier au maximum la participation. Il ne faut pas du tout que ça soit trop chronophage comme expérience. Pour le coup, en fait, il ne faut pas que derrière ça se repose sur les collaborateurs, sur leur organisation, etc. Il faut vraiment que ce soit clé en main. Ils arrivent à telle heure et derrière, tout est prêt. Donc, deuxième partie, qu'est-ce qu'on fait pour nos clients? Donc, déjà, pour vous mettre un peu de contexte là-dessus, la première chose qu'on fait, c'est qu'on donne deux possibilités à nos clients. Donc, soit on s'invite chez eux, on prend toutes nos affaires, matériel, vidéo, light, etc. Et on crée un setup chez eux pour créer des formats. Soit, aujourd'hui, on a des super bureaux, etc., qui sont adaptés à recevoir du coup vos équipes. Et ce qu'on fait, c'est de manière assez simple, c'est qu'en fait, on invite vos collaborateurs pour qu'ils passent une demi-journée, une journée chez nous pour en fait créer un maximum de contenu. Il faut savoir qu'aujourd'hui, et tous les feedbacks que j'ai pu avoir des équipes, c'est qu'ils le voyaient aussi comme un petit moyen de faire du team building, icebreaker, etc. Et que je trouvais intéressant d'avoir des personnes de différents pôles qui n'ont pas forcément toujours l'habitude de collaborer ensemble, dans un moment un peu plus détendu, dans lequel ils participent à quelque chose qui sort de leur quotidien. Donc je trouve ça hyper intéressant et quand je vois les gens, quand ils sortent de là, ils ont le sourire. Au départ, ils sont un peu stressés et après, ils sont en mode trop cool. C'est quand la prochaine tournage? N'hésitez pas ainsi. On a des clients à nous qui sont dans- qui sont présents dans le live, hein, nous faire un petit feedback en commentaire. Mais en soi, toujours hyper bien passé les tournages. Et en tout cas, nous, on est vraiment spécialisé là-dedans et on accompagne les équipes. Je ne pouvais pas commencer ce webinaire sans parler des contenus qu'on produit chez Tirefest, hein. Il y a Tom et Lorraine qui sont derrière la caméra qui mettent sur le webinaire, mais c'était un peu aussi vous montrer ce qu'on a produit nous chez Tirefest. Donc vous avez une petite frise en bas, donc une petite jauge pour de facile à incarner à difficile à incarner. Typiquement pour Tirefest, en fait, ben, vous pouvez voir qu'à gauche on est sur des formats purement divertissement. Et à droite, on est dans des formats expertise. Et en fait, on propose à tous les collaborateurs, c'est vraiment quel format ils sont à l'aise pour participer. Et en fait, on a créé un catalogue de 10 à 15 formats un peu cool. Ça va de la photo à la vidéo, etc. Et ça permet de réussir en fait, à faire en sorte qu'on réussisse à intégrer tout le monde dans l'équipe. Aujourd'hui, on est 40. Et je trouve ça hyper intéressant d'avoir un fil Instagram, des contenus LinkedIn qui sont représentés par toutes les équipes. Je vous présente aussi du coup à BNB Hotel, donc un compte où la chef de projet c'est Anaïs, hein, vous pouvez la voir à un fort niveau d'incarnation. C'était aussi pour vous montrer qu'en fait quand on parle de création de contenu, souvent on pense à des contenus très orientés marque employeur. Moi ce que je voulais présenter aussi c'est d'autres formats, donc des formats un peu plus trend, humour, etc. Donc à gauche, un collaborateur qui n'était pas forcément à l'aise de prendre la parole comme ça face cam. Du coup, on a imaginé un format qui était trend, qui fonctionnait bien sur Internet. C'était une valorisation via des portraits photos de collaborateurs. Il a passé un super bon moment, il était trop heureux des contenus qu'on a pu créer, etc. Et ça permettait de valoriser du coup des métiers qui ne sont pas forcément toujours à l'aise de parler face caméra, etc. Et je trouvais ça hyper cool. Au milieu, un petit format où Anaïs, du coup, c'est juste une photo où elle fait une réaction. Plus simple à incarner, de se dire, on va essayer de faire quelque chose où on exagère, plus une petite claim. Un format, du coup, où on se met dans la peau d'une hôtelière, où là, en fait, on est plus un format interview, donc la personne est naturelle. C'est pas toujours facile de répondre à des questions en mode interview, etc. Mais on a facilité les choses, du coup, avec une conversation. Vous pouvez voir, elle regarde pas la caméra, elle regarde Anaïs qui lui pose les questions. Ça évite d'être dans des situations un peu plus gênantes, hein. On est tous comme ça, hein, quand on est face à la caméra, on panique assez facilement. Et le dernier, qui est pour moi le format le plus difficile à incarner, c'est le format humour. Donc on part d'une trade et du coup là on doit incarner, donc on doit se mettre en avant, on doit reproduire des choses, etc. Donc là il faut être vraiment guidé. Donc en fait, tout le monde n'est pas à l'aise dans ce type de format, etc. Mais clairement, il faut l'avoir dans ce catalogue parce que typiquement, vous allez vous retrouver, notamment avec la Gen Z, des personnes qui ont l'habitude de le faire sur TikTok, notamment à titre perso, et qui pourraient vous surprendre.
Autre exemple, du coup, pour Dossi, hein, je vais pas passer au détail sur tous les exemples, mais pour accéder à la présentation, au replay du webinar. Mais j'aime bien en fait avoir ce côté, et notamment du coup le format, du coup le troisième, avec Laura et Alexia qui sont venus du coup s'affronter dans nos locaux. C'était hyper intéressant, et du coup on a réussi à créer un premier contenu comme ça avec Dossi que je trouvais hyper cool, assez dynamique. Il y a eu énormément de commentaires sur les réseaux. Et je trouvais ça intéressant, et même il y avait un commentaire qui m'a surpris, qui était, bah, pas surpris, mais j'étais content d'avoir le côté, putain, on est trop content de vous retrouver là. Et je trouve que ça montre aussi les envies des consommateurs, de la communauté, d'avoir les personnes qui se cachent derrière la marque. Exemple avec Amordeis, donc là on est au niveau extrême sur vraiment l'incarnation, donc Lucie qui incarne du coup les différents formats de Amordeis, donc elle est vraiment le visage de la marque sur Instagram et TikTok. Ce que je trouve intéressant, c'est le fait de réussir à la fois à aller sur des trends, donc de manière assez réactive. On peut le voir, Lucie a les codes de la marque avec la marinière, des formats plus divertissement, typiquement le troisième. Le deuxième qui est un format juste dégustation, donc de manière assez simple, il n'y a pas de surjeu à faire, on est juste sur quelque chose de classique. Et tout à l'extrémité, du coup, un format où on fait appel à d'autres collaborateurs, où on est sur un What in the Box, donc divertissement, ils savent pas ce qu'ils vont faire, et en fait, ben, là, ils doivent juste être naturels et réagir. Et un autre exemple pour un magasin vert que je trouve intéressant. Euh, Typiquement à droite, du coup, ce sont des équipes qui font un petit podcast du coup sur les conversations sur bah, comment on appelle sa grand-mère, etc. Du coup, c'était pour la fête des grand-mères. Je trouvais intéressant d'avoir ce format de discussion aussi qui peut être assez cool, créer une conversation entre deux personnes, deux collaborateurs sur un sujet. Ce que je trouve important, c'est d'être très orienté sur un sujet précis. On n'est pas besoin d'aller s'éparpiller un peu dans tous les sens si on a un format long peut être intéressant. Il a très bien marché. Un format au milieu qui est sur des collaborateurs qui ont clairement pas du tout l'habitude de passer face caméra. Mais là, on va plutôt s'intéresser et parler avec eux à de passion. Et moi, clairement, j'adore ces formats parce que bah, on apprend plein de trucs, etc. Et on a vraiment l'expérience collaborateur, bah, l'expérience conseillée quand on va en magasin. Et tout à gauche, du coup, un format plus divertissement, dégustation à l'aveugle. J'ai fait un sprint, il est 12h30. On se dit ciao ciao et surtout bon appétit. Au revoir.